Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et aujourd'hui, nous allons traiter des accumulateurs lithium-ion. Alors non, ce n'est pas à proprement parler un moyen de production d'énergie. Mais à force d'en produire, il faut bien la stocker quelque part. Une batterie lithium-ion reçoit de l'énergie électrique continue. Et grâce à un procédé chimique nommé l'oxydoréduction, transforme cette énergie électrique en énergie chimique. Puis, comme l'oxydoréduction est renversable, la batterie peut transformer l'énergie chimique en énergie électrique à n'importe quel moment, ou plutôt au moment où on a besoin de cette énergie stockée. L'énergie électrique à la sortie d'une batterie est continue, comme à l'entrée d'ailleurs, et ne peut pas être directement utilisée par un appareil qui a besoin d'un courant alternatif. Pour que ce soit possible, il faut mettre un onduleur entre l'appareil et la batterie, qui permet de transformer un courant continu en courant alternatif. En ce qui concerne le fonctionnement propre des accumulateurs lithium-ion, je dois vous avouer que je ne me sens pas de le faire. Quand je vois des mots comme oxydoréduction, anode, cathode, ou tout simplement le mot chimie, cela me remémore trop de mauvais souvenirs. Mais ce n'est pas grave, car dans ce genre de situation, on peut toujours compter sur des professionnels. Ouais, salut. Salut Raphaël, tu vas bien? C'est Jérôme. Ouais, bon, ça va. Je me promène, et toi? Ah, pas trop mal. Écoute, j'ai un petit service à te demander. Est-ce qu'il serait possible que tu fasses une vidéo sur le fonctionnement des accumulateurs lithium-ion? Ah, sérieux? J'ai vachement de boulot en ce moment. Ah, s'il te plaît, sauve-moi sur ce coup-là, je te redresse ça. Ouais, vas-y, ok, ça roule, ça. C'est toi qui paye l'apéro la prochaine fois, hein? Ouais. Allez, bisous mon pote, à bientôt. Bon bah vous voyez, facile. De notre côté, on va plutôt s'occuper de l'utilisation des accumulateurs lithium-ion. On retrouve ce type de batterie dans pas mal d'objets du quotidien, comme vos téléphones, vos ordinateurs portables, vos sondes spatiales. Le point commun de tous ces objets, c'est qu'ils sont portables ou du moins mobiles. Et le choix des accumulateurs lithium-ion est dû à leur haute densité d'énergie. La densité d'énergie représente l'énergie par unité de volume ou de masse, soit des kWh par kilo. Dans le stockage, plus cette densité d'énergie est élevée, plus il y a d'énergie pouvant être stockée pour un volume ou une masse donnée. Autrement dit, pour un volume fixe, si l'énergie que l'on peut stocker à l'intérieur est faible, la densité d'énergie sera faible. A l'inverse, si on peut stocker beaucoup d'énergie dans ce volume, la densité d'énergie sera haute. Les accumulateurs lithium-ion ont une densité d'énergie de 0,2 kWh par kilo. Cela semble peu, mais comparé aux autres accumulateurs, c'est une très bonne valeur. Pour vous donner des points de comparaison avec d'autres sources d'énergie, le charbon a 6,6 kWh par kilo, l'uranium 235 22 084 kWh par kilo, le deutérium et le tritium lors d'une fusion nucléaire 6 934 839 342 kWh par kilo, et enfin l'antimatière 24 935 421 632 kWh par kilo. Alors vivement les voitures à l'antimatière. Un autre avantage des accumulateurs lithium-ion est qu'ils ont une faible autodécharge. L'autodécharge est un phénomène de réduction progressive du niveau de charge d'un accumulateur électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période donnée. C'est ce phénomène qui fait que lorsque vous souhaitez prendre une photo avec votre appareil que vous avez chargé il y a 6 mois, ce n'est pas possible car la batterie est vide. Et les accumulateurs lithium-ion n'échappent pas à ce phénomène, mais ne perdent que quelques pourcents par an, ce qui est excellent par rapport à d'autres technologies. Pour en finir avec les comparaisons, les accumulateurs lithium-ion ne sont pas sujets à l'effet mémoire. L'effet mémoire est un phénomène qui affecte les performances des accumulateurs électriques s'ils ne sont pas complètement déchargés avant d'être rechargés. Cet effet a été découvert par la NASA à cause des batteries nickel-cadmium présentes dans les satellites. Ces dernières étant chargées par des panneaux solaires et le satellite tournant autour de la Terre alternant les zones d'ombre et de lumière, les cycles de charge et de décharge sont très réguliers. Donc les batteries se chargent et se déchargent toujours de la même façon et jamais complètement. Au bout d'un certain temps, les cristaux de cadmium présents dans l'électrode commencent à grossir dans la partie qui n'est jamais déchargée. Cela diminue la surface de contact entre l'électrode et l'électrolyte, augmentant la résistance interne de la batterie. Lors de l'utilisation, les batteries se comportent comme si elles avaient deux parties distinctes et ne peuvent plus se décharger
au-delà de la valeur à laquelle elles ont été habituées. La batterie a enregistré ce niveau de décharge, d'où le nom effet mémoire. Mais ne vous inquiétez pas, inutile de vous forcer à décharger complètement votre téléphone car les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire. Il est même déconseillé de les décharger complètement car en dessous de 5% de charge, on entre dans une phase de décharge profonde et cela peut altérer irrémédiablement leur endurance. Un circuit de protection nommé le BMS est là pour découpler la batterie en cas de décharge trop profonde. Ce circuit a également d'autres fonctionnalités, comme protéger la batterie des courts-circuits, des surcharges, mais également l'exposition à des températures trop faibles ou trop fortes. Les recherches sur la batterie au lithium-ion ont démarré dans les années 70. Stanley Whittingham, chercheur anglais, est à l'origine de la toute première batterie. Ce prototype a été financé par le groupe pétrolier Exxon, inquiété par la crise pétrolière, qui finit par arrêter ses subventions à la fin de la crise. Le scientifique américain John B. Goodenough modifie dans les années 80 ce prototype en utilisant un oxyde mixte de cobalt et de lithium pour la cathode, rendant la batterie plus efficace. En 1985, Akira Yoshino, chercheur japonais, remplace l'anode en lithium par un mélange coque de pétrole, un matériau carboné, et lithium. Cela permet à la fois d'alléger la batterie, de gagner en stabilité et en longévité. En 1991, Sony commercialise les premières batteries lithium-ion. Enfin, en octobre 2019, Whittingham, Goodenough et Yoshino ont gagné un prix Nobel de chimie pour leurs travaux. Les batteries lithium-ion sont également utilisées dans le stockage d'énergie d'origine renouvelable et permettent ainsi de lisser les intermittences de ce type de moyen de production. Le rendement d'une batterie à lithium-ion correspond à la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique, donc la phase de charge, mais aussi à la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique, donc la phase de décharge. Et ce rendement est supérieur à 90%. Les quelques pertes proviennent de l'échauffement de la batterie par effet Joule. Et voilà qui conclut cet épisode d'Energia. Je tiens à remercier Raphaël de la chaîne Blablaro Labo pour cette collaboration. Et je vous rappelle que si vous souhaitez comprendre le fonctionnement des accumulateurs lithium-ion, foncez sur la chaîne Blablaro Labo et abonnez-vous aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.